En virage cette semaine, on fait l'essai du Nissan Murano 2025 fraîchement arrivé. Aussi, on va vous parler du Salon de l'Autosport avec Martin Danjou. On poursuit nos chroniques chez Silverwax et Desharnais. On va avoir beaucoup de nouvelles de l'industrie. À la fin de l'émission, on répond à vos questions. Tout cela à Virage dans un instant. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Avec moi aujourd'hui à l'émission, Jacques, bienvenue, et Marc Bouchard. Salut, messieurs. Salut, Daniel. Ça va bien? Oui, merci, Daniel. Alors, beaucoup de choses à jaser aujourd'hui à l'émission, mais on va commencer avec le beau Murano qu'il y a derrière nous. On ne parlera pas de la couleur, quoique, Marc, peut-être que toi, t'aimes ça, j'imagine. Mais on va parler de ce nouveau produit lancé tout récemment, le Murano 2025. Et là, on a passé un coup de barre sur le Murano. Il était temps qu'on modifie un peu le véhicule. Et là, on a changé le style extérieur-intérieur, un style qui va être repris pour les prochains véhicules Nissan. Ça a fait du bien à l'extérieur, à l'intérieur. Le comportement routier, bien, on reconnaît le Murano, mais on a changé aussi la mécanique. Ouais, en fait, il faut savoir qu'au départ, c'est la même architecture que l'ancien Murano. Donc, on n'a pas réinventé la roue, là. On a pris la même base qui date de 10 ans. Donc, évidemment, en termes de comportement, on ne peut pas changer bien des choses. Oui, on a changé la robe, on a changé, effectivement, la motorisation, mais pour la base, ça demeure la même. Tu l'as dit, on a changé complètement le style. On est un peu inspiré du Aria, quand tu regardes comme il faut. On est dans la même lignée, là. On est vers une évolution. Moi, j'étais allé au dévoilement de ce véhicule-là en présence de Brie Larson, juste pour vous dire, messieurs, que je fréquente des actrices oscarisées. Bonne fréquentation. C'est ça. Mais, donc, on nous avait expliqué qu'effectivement, ce design-là était le début, en fait, de la nouvelle génération, de la nouvelle philosophie de design qui va inspirer les nouveaux véhicules, notamment la nouvelle Leaf, qui devrait arriver quelque part en cours d'année. Donc, ce que vous voyez là, faites pas le saut, vous allez le voir répéter ailleurs. Ce qui n'était pas le cas auparavant, si tu te rappelles, du Murano, qui était un peu tout seul dans son monde. Champ gauche, tout seul, là, tout seul dans son monde. Alors là, vraiment, on a décidé de l'intégrer. Tu as parlé de la mécanique, il faut en parler un peu. On avait auparavant un moteur V6 sous le capot. Maintenant, on utilise le 2 litres, le VC 2.0, le fameux moteur à compression variable de Nissan, d'Infiniti, surtout Infiniti, en fait. Surtout Infiniti. Et on nous avait promis des miracles d'économie de carburant. On n'est pas tout à fait là. Non, pas tout. C'est pas un mauvais moteur, loin de là, mais effectivement, la promesse d'économie ne s'est pas faite sentir. Alors, pas du tout. On est dans un véhicule qui est quand même assez gourmand. Pour le reste, tu l'as dit, moi, c'est un véhicule que je trouve magnifique. Je trouve qu'on a vraiment... J'ai toujours aimé le Murano. Non, c'est pas vrai. J'ai aimé la première génération du Murano et celle-ci. Celle entre les deux était un peu décevante, était un peu ordinaire, mais on a toujours utilisé le Murano, malgré tout, pour essayer d'aller chercher quelque chose de différent. Et cette fois, je trouve qu'on a bien réussi dans le raffinement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bien sûr, l'intérieur, on n'a pas rien réinventé, là. Un grand écran, 12,3 pouces, bon, on est là-dedans. Mais c'est un véhicule qui est vraiment joli, qui est vraiment bien réussi. On espère qu'il va aller chercher la part de marché que l'ancien Murano avait été chercher, mais honnêtement, il était en perte de vitesse allègrement depuis quelques années. J'espère que ça va remonter pour les gens de Nissan. Point fort, juste avant, Jacques, tu as parlé de la motorisation. Il était temps qu'on utilise ce moteur-là chez Nissan. Là, oui. Ça a tardé vraiment longtemps. On l'a gardé exclusif à Infiniti très longtemps. Mais aussi, c'est l'arrivée d'une transmission automatique qui elle, fait le travail au lieu de la CVT. Parce que le Murano, même quand il a été lancé, moi, j'aimais le style. Ça a toujours été différent, Murano. Oui. Mais il a été pénalisé à cause de sa CVT. Et là, maintenant, on a réglé le problème. Bien, la boîte 9 vitesses fait toute la différence. Ouais. Fini CVT. Je pense qu'il était temps qu'il se réveille à ce niveau-là, comme on le sait tous, à chaque fois qu'on montait à bord du véhicule, ce qui nous agaçait, c'était le fameux grondement, le temps de réaction, etc.,
que la boîte CVT prenait. Bien, messieurs, c'est un véhicule qui est fabriqué à Smyrna, au Tennessee. C'est un... Je ne sais pas quand il arrivera au niveau des douanes. On va en entendre parler assez prochainement. C'est un véhicule qui a un beau design, comme Marc en a parlé. Je l'aime, moi, le design. Et il y a deux... Je pense qu'il y a 2 calandres avant qu'on a pu voir sur les papiers. Mais celui qu'on a ici, c'est quand même joli, mais j'ai préféré l'autre que j'avais vu. C'est très joli comme ligne. Tu le dis, c'est la ligne de l'Aria. Et parfait. Design, bon intérieur, bon tableau de bord, bel écran, moi, je trouve, placé différemment, alors que des fois, on a des écrans qui partent presque d'une porte à l'autre. Alors là, on a bien positionné ça. J'ai aimé les sièges. Quand on monte à bord de la voiture, moi, j'ai trouvé que le tableau de bord était haut et que le siège était bas. Alors, il faut vraiment relever le siège pour en arriver à notre hauteur. Puis Daniel, qui est quand même assez grand, je le trouvais tout petit quand il s'est assis là-dedans. Alors c'est ça. Les sièges sont justement beaucoup de débattements. Et ça fait un intérieur très joli, avec une console où il y a beaucoup de l'espace en dessous là, pour mettre des choses aussi. Visibilité arrière, 3/4, la partie à droite, là, je trouve que ça, c'est masqué passablement. Mais la balance, la visibilité est bonne. Quand je rouvre vers le coffre arrière, je l'ai remarqué à ma grande surprise, je pensais que le plancher était plus bas. Mais le plancher est haut en arrière. Alors, on déposera rien. On va juste glisser quelque chose au niveau du plancher. Ça va être correct comme ça. Petit moteur, on en a parlé un petit peu. Je pense que c'est 2 litres turbo, 241 chevaux. Et les roues 21 pouces. Et une chose qui est intéressante, c'est qu'on nous dit plus de spare, mais il y a une trousse de réparation pour les pneus de secours. Je ne sais pas qui va réparer les pneus en dessous de la voiture. Les pneus de secours, il n'y en a pas. Alors, il va aller mettre de l'air ou mettre je ne sais pas quel type de caoutchouc là-dedans. Alors, tout ça. Roue 21 pouces, des bons freinages, d'une grande douceur. C'est un véhicule qui a un bon débattement de suspension. C'est pas un véhicule là, sport, c'est un véhicule de confort. Et le confort, moi, ce que j'aime sur nos routes québécoises, là, il est vraiment bien adapté pour nous autres ici. Mais justement, je pense que c'est ça qu'on a voulu conserver avec le Murano. On l'appelle un utilitaire, mais ça n'en est pas un. C'est un multisegment. J'aime mieux ça parce que ça a véritablement plus une personnalité, justement, de véhicule confortable, véhicule familial, avec un petit look un peu raffiné, un peu sophistiqué. Donc, on a vraiment voulu là, aller une coche en haut. Et ça, je pense que c'est très, très bien réussi, effectivement. Et Jacques l'a dit, les suspensions aussi ont été bien modulées, bien adaptées. Ça fait vraiment un bon travail. Achetez pas ce véhicule-là pour un véhicule sport. Donc, la conduite sportive, ça n'existe pas. Vous voulez avoir une voiture douce, une voiture confortable pour faire de la route, luxueuse, parce que, étrangement, pour le prix, 56 000 avant le 25 Si vous voulez savoir, je viens juste de faire le calcul, là, 25 c'est 14 000 Donc, c'est 70 500 après le 25 s'il est applicable au moment où vous écoutez l'émission. Mais il reste que le prix de détail suggéré est 56 000 pour le niveau de luxe à l'intérieur du véhicule. C'est très raisonnable comme prix demandé pour Nissan, pour le Murano. Toit panoramique, les cuirs, l'assemblage, la finition semble correcte. Parce que nous, on a la grosse version en plus. On a la version la plus outillée, la plus équipée. Là. Avec 56 000. Platinum. C'est ça. Parce que ça part quoi, 50 000? À peu près 49 000 de mémoire. Chose. Alors, quelqu'un qui ne prend pas tout l'équipement qu'il y a à monter à bord de ce véhicule-là, puis on sait que le transport préparation, ce qui fait que le véhicule 54,5 à peu près, qui nous le ramène à 56 on espère que les frais de douane ne seront pas de 25 parce que ça va tuer le véhicule s'ils sont à 25 Oui, bien là, ça serait une catastrophe. Ouais. J'imagine que Nissan ne laissera pas faire ces tarifs-là, évidemment, parce que ça vient changer la donne. La garantie 3 ans, 60 000 km, c'est peut-être pas la plus grosse garantie. C'est 5 ans, 100 000 km, c'est pas mal, mais... soyez assurés que si vous allez vous présenter pour avoir un crédit ou quelque chose du genre, bien, on va essayer de vous vendre autre chose que juste la garantie prolongée. Mais on garde le Murano du côté de chez Nissan. Oui. C'est un autre sport utilitaire dans la gamme qui est vraiment très complète. Puis le Murano demeure nez à nez avec
le Pathfinder. Donc, si vous voulez plus sport utilitaire, si vous voulez davantage de luxe, vous avez les deux dans la même salle de montre. Mais en 2023, Daniel, il s'en était vendu 709 au Canada. J'ai été surpris. C'est quand même un pas pire montant de nombre de véhicules qui a été mis sur la route. Pour un véhicule en fin de vie. Oui, oui. Il y a 4411 au travers du Canada. Alors, si on réussit à rattraper ça, je pense que Nissan va être heureux. C'est définitif qu'ils vont avoir plus de succès avec celui-là qu'avec les dernières Avec années avec l'ancien. l'ancienne génération. Absolument. Merci, messieurs. Plaisir. Alors voilà, on s'arrête à virage et au retour, on se déplace chez Desharnais Pneus Mécaniques. Restez là. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Ce segment d'émission vous est présenté par Nokian Tires et Desharnais Pneus et Mécaniques. Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques. Je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Danny, on ne peut pas passer sous silence la guerre commerciale avec les États-Unis. Évidemment, ça a des répercussions un peu partout dans toutes les industries, dont celle du pneu, parce que chez vous, on se fait un peu, vous faites poser la question sur la provenance des pneus. Donc, évidemment, tu as dû te renseigner sur la provenance où sont fabriqués nos fameux pneus. Effectivement, puis c'est légitime de la part des clients de poser cette question-là. Les gens veulent encourager local. Les gens, question un peu de nervosité, puis d'essayer d'être le plus solidaire avec ce mouvement-là. Oui, effectivement, on a des pneus qui proviennent des États-Unis, mais il faut aussi garder en tête qu'on a plusieurs compagnies dans les majeurs, dans les Michelin de ce monde, dans les Goodyear, dans les Bridgestone, qui fabriquent des pneus au Canada. Okay. Exemple, Goodyear, compagnie américaine. Ouais. Par contre, plus grand producteur de pneus automobiles, camionnettes au Canada. Plus de 38 000 pneus par jour qui est construit par Goodyear. Par des Canadiens. Provenance du Canada. Si on regarde du côté de Michelin, Michelin ont 3 usines au niveau des maritimes, produit principalement des pneus d'hiver. Compagnie française, mais effectivement, encore une fois, quelques usines aux États-Unis. Donc, il est très difficile pour un marchand comme Desharnais de dire « Oh, non, on ne tiendra aucun pneu qui vient des États-Unis, c'est pratiquement impossible. On ne peut pas faire ça. » Par contre, ce qu'on suggère souvent à nos clients, c'est de dire « Travaillez avec la provenance d'origine. Ça peut être le pays. Exemple, Nokian. Nokian, une compagnie finlandaise, fabrique quand même encore des 4 saisons en Finlande, mais quelques produits qui proviennent des États-Unis. C'est juste de compagnie japonaise, il y en a. Bridgestone. Bridgestone, c'est le meilleur exemple. Bridgestone, c'est le plus grand fabricant au Québec de pneus. Ils ont une usine à Joliette, 17 000 pneus par jour. C'est quand même spectaculaire. C'est leur 5e plus grosse usine de Bridgestone. Bridgestone en ont quelques-unes. Ils en ont plus de 30 usines de fabrication. La 5e plus grande est Joliette. On encourage les familles québécoises à travailler. Oui, très bon produit à part de ça. Alors, justement, il y a moyen de s'en sortir tout en respectant un peu ses convictions. Puis c'est normal, on comprend ça. Oui, puis on est d'accord avec ça. Mais comme je vous dis, d'arriver puis d'exiger ça chez votre marchand, pas juste chez Desharnais, peu importe à quel garage vous faites affaire, c'est très difficile. Donc, on va essayer de vous aider au meilleur de nos connaissances, mais on va être en mesure de vous renseigner aussi comment vérifier sur le pneu. Des fois, ça peut être avec des codes. Des fois, ça va être le pays d'origine va être écrit aussi sur le pneu. On est capable de vous aider puis de vous diriger là-dedans. Voilà pour ce qui est de la petite guerre commerciale avec les États-Unis. Autre sujet, Danny, c'est concernant les applications au niveau des pneus et des marques. Là. On parle d'un pneu qui a le même chiffre. Oui. On est en, peu importe le chiffre, là, 185, 65, R15, mais là, il faut choisir parmi les 20, 25 pneus. Puis même dans la même marque, on a aussi plusieurs sujets. Essaie de nous démêler tout ça. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, Daniel, depuis quelques années. Quand, exemple, la grandeur que tu as pris, c'est pas une grandeur qui est problématique parce qu'on a souvent juste un produit qui se fait dans cette grandeur-là. C'est quand on arrive là, avec les nouveaux véhicules, des exemples de 235, 45, R18 ou des modèles un peu plus profil bas, pour Michelin, pour ne pas les nommer, vont arriver avec 4 ou 5 modèles dans la même grandeur. Donc, souvent, on dit aux clients, il n'y a pas de mauvais produits. La fabrication des produits est rendue tellement poussée, comment c'est fait, tout en robotique, ces choses-là. Des produits de qualité, de fabrication, sont à peu près tous très bons. Par contre, les applications,
Et souvent, les gens vont arriver, puis on ne mettra pas le bon produit sur le bon véhicule. Le client revient, puis là, il dit non. Exemple, tel produit, bon rien, je n'achèterai plus jamais ça. Non, monsieur, au contraire, c'est un excellent produit. Mais pas pour vous. Dans la gamme de ce fabricant-là, ils ne vous ont pas suggéré le bon modèle. Meilleur exemple, on a un exemple ici devant nous, Daniel. Puis j'ai pris Nokian parce que Nokian a une ligne d'été qui est beaucoup moins large. Fait que c'est facile d'expliquer un peu ce que je vous parle là. On a le Nokian One à ta droite et on va avoir le nouveau Surpass AS01. Celui-là, c'est comme le produit performance chez Nokian et celui-là, c'est comme le produit Touring. Mais ils se font, je vais te donner une grandeur, tu vas voir où je m'en vais, la grandeur 225-65 R17. Cette grandeur-là fait à peu près sur tous les sports utilitaires, OK, et sur une Dodge Caravan. La personne arrive ici. Tu l'as sur un RAV4 ou sur une Dodge Caravan? Dodge Caravan. On n'a pas le même conducteur. De là, l'importance de poser des questions et de là, l'importance de faire affaire avec un spécialiste comme Desharnais. On est en mesure de vous poser les bonnes questions puis de vous suggérer, mettons, le produit adapté pour votre véhicule. Quelqu'un qui va arriver puis qui va mettre un Surpass sur sa Dodge Caravan, mais qui cherche le confort de roulement maximum, n'aimera pas ce produit-là. Par contre, on va le mettre sur le RAV4 avec un monsieur que, lui, s'est acheté un sport utilitaire, famille a grandi, mais il a encore le goût de conduire un peu sportivement. Mais le Surpass, ça va être le produit idéal pour ce monsieur-là ou cette personne-là. Si je mets le One, ça se peut qu'ils disent il en manque un petit peu, me semble. Les flancs, je trouve qu'il manque de stabilité. De là, l'importance, c'est souvent les gens ils nous arrivent avec des produits. Ils disent OK, j'aimerais savoir ce produit-là. Première question que je demande aux conseillers de poser, où vous avez pris cette information-là? Sur le net, j'ai vu ça, il est super bien classé, le produit, pas pour votre véhicule. Okay. Donc, de faire affaire avec des spécialistes, de faire affaire avec des conseillers qui connaissent le produit, les produits. L'habitude, le kilométrage, qu'est-ce que tu fais avec le véhicule et pas seulement se fier au classement ou au prix, parce que souvent, on se fie au prix, mais souvent, c'est peut-être pas la bonne référence de dire, OK, il y a 5 marques, donne-moi le moins cher dans cette dimension-là. Effectivement. Posez les bonnes questions. Laissez-vous conseiller. On va essayer de vous aider en respectant votre budget. Mais souvent, je le dis aux clients, il n'y a pas de mauvais produits. C'est des mauvaises applications, malheureusement. Mais c'est là qu'il est important de faire affaire avec son spécialiste parce que 5 ou 4 dans la même marque, 4 dimensions pareilles, tu dois savoir ils servent à quoi ces pneus-là. Exactement. Donc, c'est quoi leur application? C'est quoi l'objectif? Il y a une raison pour laquelle ils en ont fait 4. Fait que c'est 4 applications différentes. Daniel, en terminant, le meilleur exemple, Tesla. Tesla, on en a depuis plusieurs années sur le marché. Là, on commence à être très bon. On est capable de vous dire, vous cherchez à aller du millage, on va être capable de le faire. Vous cherchez de la performance, voici ce que ça prend. C'est des véhicules qui sont durs, un peu au niveau de l'usure, mais on a des solutions pour vous. Si on ne connaît pas bien les clients, il faut bien connaître les véhicules. Les véhicules. Merci beaucoup, Danny. Merci, Daniel. Nous sommes de retour et c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors, Marc, tu commences avec Kia. On commence avec Kia, en fait, qui, il y a quelques heures à peine, a confirmé la venue d'une camionnette en Amérique du Nord. La grande nouvelle, c'est que ce n'est pas la Tasman. L'image qu'on a derrière nous, c'est la Tasman. Ouais. Mais c'est une bonne nouvelle, à quelque part, au niveau du style. Oui, parce que la Tasman n'était pas très jolie, on va le dire. Mais en fait, ce qui est particulier de la nouvelle qu'on nous a annoncée, c'est que ça va être un véhicule électrique, monté sur une plateforme électrique pour l'Amérique du Nord. Ah, ouais? Oui. Évidemment, on n'a pas tous les détails. Ça a été annoncé lors d'une assemblée d'investisseurs aux gens de Kia en Corée. Donc, on est vraiment dans ce monde-là actuellement. On aura donc une version électrique. Au départ, on pensait que ça pourrait être en partenariat avec GM, en utilisant notamment la base du Colorado. Mais finalement, il semble que non. Ça va vraiment être un développement interne Kia. Donc, on en saura plus, évidemment, au cours des prochaines semaines. Mais pour le moment, sache que nous aurons une camionnette Kia électrique. Et on ne sait pas la dimension. Est-ce que c'est plus petit qu'un F-150? Oui. On pense que oui. On pense que ça va être une camionnette intermédiaire. Donc, écoute, on parle du Colorado à peu près, là, quelque chose comme ça. Canyon, Colorado. Ça n'existe pas dans le segment présentement. Pas du tout. Rien d'électrique, surtout dans ce segment-là. Donc, ça va être une grande première. C'est une bonne nouvelle de la part de Kia. Dans les autres nouvelles, il y a GM qui nous a présenté
Une Corvette C9 cette semaine. Mais j'utilise un peu les guillemets dans ma voix parce que... Oh, je sais pas où est-ce qu'on va aller avec ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on sait que l'an prochain, il va y avoir une nouvelle Corvette. OK? Ça fait déjà 6 ans que la C8 est sortie avec son Déjà, moteur hein? central. C'est Ben fou, oui, hein? ça va n'a aucun sens. Et là, on nous a dit qu'on voulait arriver avec une nouvelle voiture. On va présenter cette année 3 prototypes. Ça, c'est le premier qui a été dessiné en Angleterre, évidemment inspiré de l'aviation, des super voitures. Clairement, je te dirais, attends-toi pas à ça, mais il y a quand même des éléments peut-être intéressants en termes de design. C'est assez violent comme design, on va se le dire. Mais, évidemment... Non, mais le pare-brise en rond, ces affaires-là, tu sais, on a gardé... C'est un exercice de style. Parce que souvent, quand tu vois quelque chose de ce genre-là, tu te dis... Il y a peut-être des éléments stylistiques qui peuvent ressortir, qui vont être utilisés. Dans celle-là, j'ai de la misère à voir qu'est-ce qu'on pourrait utiliser. Le split window, la fameuse fenêtre divisée en deux qui est à l'arrière. Pourquoi pas? Qu'on a utilisé dans les... Pourquoi des pas? années quoi, 50, 60, là, les split windows? Ils n'ont pas fait un concept de même juste pour nous montrer une fenêtre divisée en deux en arrière? J'espère que non, mais en tout cas, on verra ce que ça va donner. On n'a pas le choix de parler de tarifs, hein? Je pense que c'est le mot à la mode actuellement. Je me lancerai pas dans les guerres de tarifs avec ce qui va être imposé au Canada, aux États-Unis et un peu partout, parce que c'est d'une grande complexité et ça va avec le pourcentage de pièces américaines dans les voitures, puis bon... Il y a un accord de libre-échange. Pour le moment, on le respecte. Il y aura des tarifs. Ce qui est cependant troublant, c'est de voir que certaines compagnies ont commencé à boycotter, entre guillemets, les États-Unis. Audi, Land Rover, Volkswagen ont décidé d'arrêter les livraisons du côté des États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, les voitures sont déjà rendues, les véhicules sont déjà rendus. Ils sont dans les ports, dans des bateaux, mais on ne les débarque pas. Et quand on va le faire, Volkswagen a déjà fait imprimer des étiquettes avec une ligne taxe, importation, Trump, et ils vont mettre le montant spécifique et ils vont l'ajouter directement. Oh. Alors, bon, évidemment... On voit que l'industrie automobile essaie de répliquer comme on peut. Et ça, c'est pour les consommateurs directement. Oui. Il y a quand même... Si on se bat, c'est pour sauver, évidemment, là, la surtaxe que le consommateur va payer directement. Totalement. Mais en même temps, on a des compagnies qui font le contraire. Volvo est allé annoncer qu'ils étaient pour augmenter leur production aux États-Unis. Alors, tu sais, il y a vraiment... C'est vraiment la confusion la plus totale actuellement. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. On sait que les gens vont se battre, justement, pour éviter le plus possible ça, mais on ne sait pas où ça va nous mener, bien entendu. Chez Toyota, bien, ça fait plusieurs fois qu'on nous en parle. La Supra, c'est la dernière année. La BMW Z4 aussi. On a sorti une édition spéciale. Écoute, mécanique est la même, c'est strictement esthétique, c'est cute, c'est joli, mais on s'entend pour dire que c'est rien d'extravagant. Par contre, Toyota nous a annoncé une autre nouvelle. En fait, c'est pas Toyota, c'est le Nikkei, qui est le plus gros journal du Japon, qui a annoncé que Toyota voulait produire 1 million de voitures électriques bientôt, dont 15 différents modèles d'ici 2027, tous développés en interne. C'est ça. Puis, ça semble être terminé, là, le partage de technologie avec d'autres fabricants, là, ou aller puiser des modèles chez d'autres fabricants puis les retravailler en Toyota. Ça semble être terminé. Oui, on dit évidemment qu'il y en a plusieurs qui vont être des modèles Lexus. Donc, ça va... Oui, Toyota Lexus, c'est correct. Mais ça devrait... Mais Subaru, Mazda et les autres, là... Ça devrait être tout seul. BMW, ça semble... Écoute, mais on dit que près de la moitié seraient des modèles Lexus. Donc, ça devrait nous toucher directement au Canada, notamment au niveau de la fabrication. Tu le sais, on a quand même une usine très performante dans ce monde-là. L'histoire à suivre. Et on a aussi sur la table une nouvelle Supra, évidemment, développée à l'interne. Oui. Mais tout ça pour 2027, c'est demain matin dans l'automobile 2027. Là. On va être sur le point de commencer à voir arriver de nouveaux modèles très bientôt. Effectivement. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Ce volet esthétique vous est présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec.
Nous sommes présentement chez Silver Wax. Je suis en compagnie de Richard Pelchat. Salut Richard. Salut Daniel. Ça va bien? Ben oui, ben oui. Alors aujourd'hui, on continue de s'occuper de notre voiture, mais là, on va s'occuper de l'intérieur de la voiture pour remettre ça, là, justement, un petit peu plus frais après l'hiver que ça vient de passer, les poussières, l'eau, etc. Tu vas commencer avec quoi, Richard, pour On va commencer par les plastiques, parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est quand on nettoie l'intérieur, c'est que bien souvent, on est porté à prendre un produit qu'on entoure du lavabo, puis qu'on nettoie l'intérieur de la maison avec ça, puis on va nettoyer avec ça. Aujourd'hui, les voitures, c'est plein de plastique. Il y a du vinyle, surtout avec les nouvelles écrans. Il y a des écrans cathodiques, il y en a des petites, il y en a des grandes. Ça, c'est extrêmement fragile. Puis, il y a un principe en chimie qui fait que si tu utilises un produit fort sur un plastique, c'est que ça va créer des micro-fissures. Souvent, on regarde notre écran, puis quand il y a du soleil dedans, on voit qu'il y a comme des égratignures. Ça, c'est des micro-fissures. Ce n'est pas nécessairement le linge qui a fait ça. Ça prend un produit qui ne crée pas ça. Le nettoyant pour habitacle qu'on a, nous autres, c'est un produit qui a été testé, qui endommage absolument rien. Et des types de plastique, des types de bois, de simili-bois, de ci et de ça, il y en a beaucoup. C'est exactement. Fait que ce produit-là, ce qui est le fun, c'est qu'il est sécuritaire pour tout l'intérieur du véhicule. Ça veut dire que je peux rentrer avec le nettoyant pour l'habitacle, une microfibre humide, une microfibre sèche. On fait le tour. Puis on peut faire le tour, on peut nettoyer toute l'habitacle au complet. C'est ça qui est intéressant avec ça. Et on n'endommage rien. Ça veut dire que si on nettoie dans les trappes de ventilation, puis on coule un petit peu, c'est pas grave. Les vitres là, qui protègent le bloc instrument, c'est hyper fragile. Puis il y a des finis pianos qu'on appelle noirs, là, extrêmement lustrés. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Tu peux-tu avoir plus fragile que ça? Ça l'endommage et ça ne crée pas de micro-fissures. On peut-tu le protéger, ça, avec une genre de cire rapide, ce noir piano-là? On pourrait y aller avec ça. Ton idée n'est pas mauvaise, mais le protecteur d'intérieur va faire. Okay. Si on le prend et on polit, le protecteur d'intérieur, ce qui est le fun, c'est qu'il va protéger tout ton tableau de bord au complet et il va protéger contre les rayons UV. Ça veut dire qu'il va donner un aspect naturel à ton tableau de bord, à tous tes plastiques, tes accoudoirs, tout. Okay. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on le vaporise, on l'essuie, on s'assure qu'il est bien étendu, puis c'est tout ce qu'on a à faire. Parfait. Mais je retiens l'idée, là, parce que ce piano, quand le véhicule est neuf, ce noir piano-là, ça serait bien de le protéger. On peut pas aller avec un anneau 5, là, mais il faudrait protéger ça pour que, justement, ça arrête d'égratigner. Oh, ça, c'est... Ouais, c'est une petite brosse en passant. Ça, c'est des miracles. Moi, j'en ai une, puis... Il y a bien des endroits qu'on n'est pas capable d'aller dans le véhicule. Puis à un moment là, on voit ça, puis la poussière est prise dans le porte-gobelet, la poussière est prise dans les boutons de la porte. Écoute, avec ça, là, tu vas partout et tu n'égratignes pas. Fait que c'est disponible dans la ligne de Silver Wax. On en a. C'est fait spécialement pour l'intérieur, les trappes de ventilation. C'est pratique pour ceux qui veulent aller jusque-là. Absolument. Autre chose à l'intérieur. Les cuirs, on parle des cuirs. Les cuirs, aujourd'hui, la qualité des cuirs ou des vinyles qu'on met ou les simili-cuirs aussi, parce qu'il y a des très, très belles qualités aujourd'hui de simili-cuirs. Il faut bien les nettoyer, puis il faut bien les protéger aussi. On a un nettoyant qui est fait sur les deux surfaces. Ça veut dire qu'il va faire autant même plus que deux surfaces. Il va faire sur le cuir, simili-cuir et sur le vinyle. Parce qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs qui pensent qu'ils ont des bancs en cuir et ne sont pas en cuir. Ils sont en vinyle. Le petit truc, c'est une brosse. Ça prend une brosse qui est semi-rigide pour nettoyer ça, que ce soit un cuir ou que ce soit même un tissu aujourd'hui. On a les brosses maintenant chez Silver Wax spécialement faites pour ça. Tout ce qu'on a à faire, on vaporise le produit, on le frotte et on l'essuie. C'est plus facile de nettoyer un banc en cuir qu'un banc en tissu aujourd'hui. OK. Ah ouais. Puis il y a des soft touch, il y a des nouveaux matériaux aussi. C'est fait pour ça. La brosse, on n'égratigne pas. Exactement. C'est une nouvelle formule, une formule de l'année passée, ce qu'on a développé, qui est faite justement pour tous les nouveaux types de tissus pour... ça nettoie ça, on en vaporise beaucoup, on brosse, on essuie avec un microfibre. That's it, that's all, c'est tout ce qu'il y a à faire. Parfait. Maintenant, il faut les protéger. Les cuirs, maintenant, c'est plus comme avant. Ceux qui pensent que les cuirs, on prenait nos produits de cuir qu'on utilisait sur ceux-là à l'intérieur, c'est plus ça. Parce qu'aujourd'hui, les nouveaux cuirs dans les voitures, depuis plusieurs années, ils ont des polyuréthanes dedans. Okay. Ça, c'est une nouvelle formule. Elle arrive aussi avec un vaporisateur. C'est un produit à base de polyuréthane. Ça veut dire qu'il va remettre un vernis au cuir et il va lui redonner son aspect neuf.
C'est pas un gras qu'on met, on nourrit pas le cuir, on le protège maintenant. Ceux qui disent « Ah ouais, mais je vais le nourrir », non, tu nourris plus un cuir, il est scellé aujourd'hui, que ce soit, peu importe la marque de véhicule ou le niveau de voiture qu'on a, c'est vraiment un protecteur que ça prend à base de polyuréthane. Est-ce qu'on place ça directement? Le véhicule est neuf, là. On le sort, on veut le protéger, on y va directement avec le protecteur? Direct. Direct, tu n'as pas besoin, tu le vaporises, tu l'étends et il va rajouter une couche supplémentaire de protection. Ça veut dire que quand il va commencer à être sale ou il y a quelque chose, il va être beaucoup plus facile à nettoyer. Un cuir d'une décapotable, un cuir d'une voiture régulière, on l'entretient de la même façon? Le décapotable, on lui en met plus souvent l'été? Wow, le décapotable, là, plusieurs fois. Plus qu'on sort avec le véhicule, tu sais, un décapotable, il ne faut pas se le cacher. Tu sors, tu fais une belle, tu te promènes, d'un coup, tu arrêtes d'un restaurant, tu manges pendant 2 heures, ton cuir se fait brûler pendant 2 heures de temps au soleil. Bien souvent, c'est à midi. Fait que protégez-les. Les convertibles, il faut les protéger souvent, plusieurs fois dans l'été. Plusieurs fois. Autre produit, Richard? Produit pour les tissus. Ceux qui ont des bancs de tissu, c'est aussi confortable aujourd'hui. C'est une mousse, c'est comme une crème à barbe, très, très simple, encore avec une brosse. Et tu n'as pas besoin de machine à tapis. Tout ce que tu as à faire, tu fais la mousse sur ton banc, tu frottes avec une brosse, puis tu essuies avec un linge humide. C'est tout ce que tu as à faire avec ça. Tu peux faire les bancs, tu peux faire les tapis. C'est pas fait pour le sel, mais si le tapis a juste besoin d'être rafraîchi, ça fait l'ouvrage. Ça fait le travail. Est-ce qu'on a besoin de mouiller le banc à l'avance? Non. Il ne faut pas mouiller le banc à l'avance parce que sans ça, on va diluer le produit. Bon. L'autre gros avantage, la voûte. On peut faire la voûte. Des fois, on accroche. On peut accrocher des fois la voûte, n'importe quoi. On a rentré un hockey dans le char ou n'importe quoi. Ça, si tu le fais juste avec un linge, pas de brosse, tu le vaporises sur la voûte. Tous les concessionnaires automobiles utilisent ça en passant pour nettoyer les voûtes. Vous venez d'apprendre un secret. Oui. Les vitres, ça, c'est un autre secret. Moi, ça, à Boréal, c'est épouvantable avant d'avoir découvert cette petite affaire. Exactement. C'est que la combinaison des deux. Le nettoyant à vitre, ce qui est important, c'est qu'il ne laisse pas de dépôt. Souvent, on va prendre des nettoyants à vitre et ils vont laisser comme un film. Même le nettoyeur va laisser un film. Lui, il ne laisse aucun film. Puis quand il est combiné avec une micro-vitre, si tu ne nettoies pas bien les vitres, écoute, nettoie-en plus. Là. C'est la combinaison de ces deux-là, mais une partie du secret est dans le linge aussi. C'est une microfibre, c'est mince, c'est fait spécialement. J'avais abandonné justement avant de découvrir ça. Il faut essayer ça, ceux qui ont de la misère. Traitement perlant. Oui, traitement perlant. J'ai amené ce produit-là parce que là, on va commencer à voyager, on va ressortir, peu importe, on va aller en voyage. Le traitement perlant, c'est pratique. J'aime mieux en parler tout de suite en début d'été. Fait qu'on pose ça, puis on en a, c'est bon pour 3-4 mois. On en met une couche sur la vitre extérieure, dans le devant. Et puis, écoute, l'eau perle, en haut de 100 km, on n'a pas besoin des essuie-glaces avec ça. Moi, je trouve ça génial. Quand je pars en voyage, j'en mets toujours une couche avant de partir. Et puis, écoute, les essuie-glaces, si tu n'en as pas besoin. Non, puis les vitres de côté également, donc ça, c'est parfait. Moi, je fais tout. Je fais même la vitre sur le... J'ai un toit ouvrant. Je mets même la vitre dessus. Fait que là, l'eau, là, ça glisse dessus, tout simplement. C'est une petite affaire que j'aime bien. Absolument. Merci beaucoup, Charles. Ça fait plaisir. Et oui, le Salon Autosport de Québec, Brasserie Malco, présenté par Les Tourneaux, Service de pneus et bien sûr... Next Drive. Voilà, 2 au 4 mai, en fait. 2 au 4 mai au Centre de foire d'Expo-Cité. Écoute, à chaque année, c'est toujours plus gros et plus gros et toujours plus gros. Mais cette année, je vais dire, c'est le plus gros. On compare vraiment, ça va être un SIMA show. Ceux qui sont allés à Las Vegas et qui savent c'est quoi le SIMA show, là, c'est impressionnant. C'est intérieur-extérieur. Et nous, cette année, on va avoir 3000 inscriptions intérieures-extérieures et des plus diversifiées de tout pour tous les goûts. On va avoir, entre autres, des remorques qui vont être de la partie. Oui, l'APDQ le samedi, OK? À l'extérieur, le samedi, on commence à la place Jean-Béliveau de 8h à midi. L'APDQ va être là avec une présentation de 80 véhicules modifiés, des remorqueuses, dépanneuses, tracteurs de vente. Ça va être incroyable. Et en même temps, à Place Jean-Béliveau, 200 motos Indian avec la gang de Pro Performance. Moto Indian et Club Indian du Québec vont être là. Ça va être de toute beauté. Et en abord du centre de foire, on va avoir une piste de course d'accélération. Attends un peu, une piste d'accélération au centre de foire Expo-Cité? Oui, madame, 400 pieds. C'est samedi et dimanche, les 2 jours, de 8h à midi. Vous allez pouvoir venir comme copilote, essayer des modèles de Ford Lightning, Ford Mustang avec Ford Auto Collection.
Donc, des modèles électriques, si je comprends bien. Oui, madame, c'est en plein ça. Donc, comme ça fait pas trop de bruit, puis tout le monde est heureux, tout le monde est content. Puis en plus, on peut s'amuser. Et il va en avoir aussi pour les jeunes avec un circuit ovale de KCR karting avec des petits karts. Ça va être écœurant. Ah, j'aime tout de ça. Oui. Et à l'intérieur, vous le savez, à chaque année, on a nos zones thématiques. Donc, on commence à l'entrée principale dans la salle E avec la zone Muscle Car, voiture antique, présenté par Nest Custom et Brossard Performance. On parle d'à peu près 250 véhicules des années 60-70. On en a même des années 30-40 cette année, de tout pour tous les goûts. Puis là, après ça, on marche vers la salle D, si mon alphabet est bon. Oui, c'est en plein ça. La salle D, c'est la zone exotique supercar présentée par Reflex Tint. Écoutez, toutes les supercars, Lambo, Ferrari, Porsche, Maserati. On a des voitures importées, des Audi, des BMW, de tout pour tous les goûts. C'est l'enfer. Puis les gens pensent qu'il y a beaucoup de gens qui mettent de l'argent sur des muscle cars, mais je peux te dire que c'est du tuning maintenant, là, des 100 000 $. Il y en a aussi qui se mettent. C'est incroyable. Et là, bien sûr, au centre du centre de foire Exposité, c'est là que le gros de l'action est. On a la scène, bien sûr, mais on a bien du moteur. Oui, bien du moteur. Ça, c'est la zone sport motorisé. Mais juste avant, on a la zone moto power sport. Écoute, des builders de motos qui vont être là. On va avoir une 50aine de motos en présentation cette année. Motoneige, des VTT. Je te dis, là, c'est capoté de tout pour tous les goûts. Et la zone sport motorisé, Napa Auto Pro, celle-là, écoute, moi, c'est mon petit dada parce que veux pas, on est là-dedans puis on aime ça, Ben le oui. sport motorisé. Donc, du NASCAR, de la drift, du rallye. On a aussi du dirt track, des VTT, de courses d'accélération, de dirt. Regarde, je te le dis, là, côté zone brûlage de gaz, là, il n'y en a pas à peu près. Et après ça, on a la zone Next Drive, électrisante avec des modèles électriques. On a la gang de DCF qui vont être là pour nous expliquer un peu justement c'est quoi, puis les performances qu'on a, parce qu'il y a des batteries maintenant qui développent 1000 forces de moteur. Oh oui. Tu sais, Ça n'a rien enlevé au... moteur électrique, là, mais 1000 forces comparatifs. Là, tu sais, je te fais un comparatif. Et après ça, on rentre dans la zone trucking transdiff Peterbilt. Et ça, c'est vraiment notre coup de cœur depuis 3 ans. Des véhicules modifiés, de la grosse argent, incroyable au pied carré. Moi, je l'appelle la section jouets pour adultes. Et c'est en plein ça. Et cette année, les jouets pour adultes, en plus, on va avoir notre parade du vendredi parce qu'à chaque année, on part le vendredi chez Peterbilt et on s'en vient, bollant malin, au Salon Autosport et on conclut le montage avec la zone trucking. Et c'est ça mon petit dada que je veux vous présenter cette année encore une fois. Le Salon Autosport qui est diversifié, qui est inclusif, qui en a pour tous les goûts, intérieur et extérieur. Et extérieur, les amis, c'est gratuit. Fait que vous arrivez à 8 heures Ben oui. et là, toute l'avant-midi, vous allez pouvoir participer aux activités gratuitement et après ça, vous emmenez à l'intérieur au centre de foire. 180 000 pieds carrés de beauté, de tout. Là. Pas oublier notre chum Mike Hall de Ross Valley Restorer qui va être là du 2 au 4 mai tout le week-end pendant le Salon Autosport. On a un chandail édition spéciale pour vous, la gang, en quantité limitée. Donc, faites vite quand vous arrivez au salon. Allez vous procurer votre chandail. En plus, il va être là pour prendre des photos et vous faire des autographes. Donc, Mike Hall de Ross Valley Restorer qui va être là tout le week-end. Du Weed Eater au Top Fuel, ça brûle du gaz et même plus de l'électrique cette année. Et là, on a-tu vraiment un Weed Eater? C'est toujours ça la question. Puis il va falloir venir au salon pour le savoir. S'il y a quelqu'un qui a un Weed Eater... Je parlais d'un Weed Eater de Walt. Ah, ben Weed Eater de Walt, il n'y a pas Qu'est-ce de que t'en problème. penses? Ben, il n'y a aucun problème. Puis en parlant de Walt, on a plein de commanditaires. Silver Wax, The Wall, et il y en a plein d'autres qui nous ont amené des cadeaux. Écoutez, cette année, tous les gens qui se sont inscrits, les 3000 participants, vont recevoir un cadeau. OK? Donc, présentement, au moment où on parle de près de 150 000 en cadeaux, bourses et trophées qu'on va donner aux participants du Salon Autosport. Donc, c'est un gros merci qu'on vous fait en même temps. Alors, 2 au 4 mai du côté Centre de foire Expo Cité, c'est un rendez-vous pour le Salon Autosport Brasserie Malco. Vous allez sur la page Facebook du Salon Autosport si vous avez des détails, acheter des billets en pré-vente ou voir toute la programmation. Et là-dessus, la gang, on se voit dans 2-3 semaines. Nous sommes de retour 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, nous poser vos questions et commentaires. Merci de le faire en grand nombre. Alors, messieurs, on commence tout de suite avec la première question et on parle de Martin. Ford Edge 2019, 86 000 km. C'est un bon achat pour 22 000 $. Oui. Moi, j'aimais le Edge. J'avoue que j'aimais le Edge. Je trouvais que, en termes de silhouette,
Il y a un petit côté un peu rond, là, un peu baquet, mais j'aimais cette allure-là et surtout très confortable sur la route. Un véhicule qui n'avait pas de problème. C'est un véhicule que j'ai beaucoup aimé. Véhicule primé par les représentants, un véhicule Absolument. que les gens aiment. C'est ce qu'il achetait. C'est ce Exact. qu'il achetait. Il se dirigeait vers ça parce que c'était... Quand tu fais de la route avec un véhicule sur nos routes québécoises, parce que ces gens-là achetaient ça pour rouler ici au Québec et ils ont besoin de quelque chose qui va durer. Et il y a des gros pneus, une bonne suspension. Puis ça faisait tout le travail. Puis tu remettais ça à la fin de ta location. Ils ont puis, annoncé qu'ils l'abandonnaient, là, je pense. Oui, oui. Oui, par le contre. Edge, Puis là, osé. on abandonnerait aussi l'Escape. Oh, Il en ça, j'ai parle. pas vu ça. Fait par que exemple. ça se parle. Fait que là, il falloir remplacer parce que là, on n'a plus de berline. Puis là, on est en train de plus rien vraiment avoir. tasser des sports utilitaires de la C'est gamme. juste du camion, hein. L'Explorer, s'il y en a un qui est en fin de vie, c'est bien l'Explorer. Ouais, on l'a un petit peu renouvelé. L'expédition, on n'en parle pas. Fait que là, il falloir refaire la gamme, il falloir arriver avec des nouvelles. Ils ont un peu renouvelé nouveaux véhicules, l'expédition là, au cours des dernières années. Oui, oui, mais parfait, mais il s'en vend pas. Le Edge était construit à Oakville, en Ontario. Ouais. Fait qu'évidemment, On ne il y a gardera plus pas de juste le Bronco, là. Non. Bronco Sport. Tu sais, ça va J'espère que prendre- non. Le Super Duty. Mais tout ça pour dire que 22 000, c'est correct. C'est correct. C'est correct. On est un peu, Un peu éloigné du sujet. un petit peu éloigné du sujet, on s'excuse. Gabriel, il dit quel PHEV choisir entre le Outlander, le RAV4, le Sorento? Pas facile, ça. Puis quel sera le premier à faire 100 km quand ils vont être renouvelés? Là? Ça, c'est une bonne question. Hey. Il y a des rumeurs que le prochain Outlander allait se diriger vers le 80 à 100 km Le prochain. Puis c'est le seul annoncé pour l'an prochain. Là. Exact, pour 2026. Mais le RAV4 est supposé être renouvelé comme là. Là, ouais. Fait que j'imagine que l'année prochaine, on va nous renouveler aussi la version PHEV. Ça aussi, ça devrait frôler à peu près le 100. Donc, c'est deux là-dedans. Mon bémol, si vous l'achetez aujourd'hui, je vous dirais que le Outlander est peut-être, pour moi, le moins bon choix, pas parce qu'il n'est pas bon, pas parce que le véhicule n'est pas bon, mais parce que le moteur à essence, c'est l'ancien moteur, puis c'est gourmand. Quand vous avez vidé la batterie, là, ça boit un Ouais, Outlander. le Toyota 2, c'est pas vraiment mieux. C'est le Sorento, je pense, que le 1.6. Exactement. Le Sorento, c'est le meilleur choix, à mon avis, en termes d'économie. Bien, il y a moins d'autonomie. Oui. Il y a 50 km, 51 près. km. Les autres, ils en ont 60. 60 puis 68. Mais les 68, Outlander, fait que, les Outlander, ça fait même pas 30. tu sais. Non, le nouveau fait 60 et Le nouveau fait 60 et quelques. Vous avez réussi 61 km. En théorie, je veux dire. Ouais, en théorie. Oui, tu en le fais théorie. quand tu roules 48 Puis la km/h. garantie du Outlander fait en sorte que excellent. là, C'est ça ça, que tu as fait. ça le démarque. C'est ça Mais que c'est t'as fait. vraiment, ça va vraiment dépendre de l'usage que vous en faites. Moi, je vous répète, le Outlander, une fois que la batterie est vide, j'ai pas réussi à faire mieux que 9,9 litres au 100. Ça commence à être du gaz pas mal pour un PHEV. Ça, c'est la partie qui, moi, me dérange. Par contre, tu as raison de dire que c'est 60 km et une garantie incroyable. Fait que ça dépend vraiment de l'usage que vous en C'est faites. 3 bons choix. Dans Trois le PHEV, vous choisissez un PHEV, c'est 3 bons choix. Il faut aller les essayer, il faut les rouler, il faut savoir dans lequel on se sent mieux. L'Outlander, dans son design. Le RAV4 est un petit peu plus vieillot à l'intérieur et tout ça. Donc, vous allez voir dans lequel vous allez voir. Et le Sorento aussi est extrêmement moderne. On reste un peu du côté de chez Toyota aussi, les amis. C'est Annie qui demande une Corolla Cross pour environ 10 ans. Est-ce que... Elle dit, je pense au hybride. Est-ce que ça serait bien? Oui, définitivement. Définitivement. Puis un cross pour 10 ans, ça va faire ça facilement. Ça va faire ça facilement. Et c'est pas un véhicule de grosse construction. Ce que je veux dire, là, au niveau qualité des matériaux, au niveau de l'assemblage, tout ça, c'est juste correct. T'sais. Mais ça dépasse pas ça. Là. C'est pas un véhicule, tu dis, waouh, ça, là, je vais faire 10 ans avec ça, puis je vais me rendre au bout de mon 10 ans. Si on fait attention, si on l'entretient comme il faut, et on n'est pas trop rough d'un trou puis d'un bas. C'est pas la construction d'un CX-30. Non. Non, pas du tout. Pas On du tout. s'entend là-dessus. Ouais. C'est un véhicule qui, effectivement, a été conçu pour être plus d'entrée de gamme. C'est ça. Ça paraît dans les matériaux, ça paraît dans l'assemblage, ça paraît dans la puissance du moteur. Mais en termes de fiabilité, effectivement, comme Jacques le dit, bien entretenu, il va toffer 10 ans. Mais je vous dirais qu'il y a beaucoup d'hybrides qui vont vous toffer 10 ans si vous Absolument. l'entretenez comme il faut. Là. Absolument. Donc oui, pour le hybride, c'est une très bonne idée d'y aller dans cette direction-là.
Oh, mon Dieu, je pense que Marc va être content pour la prochaine question. Un Nissan Cube 2009, 3 450 152 000 km. Est-ce que je peux faire encore longtemps avec ce véhicule-là? Pas bien longtemps, là, avec ce véhicule-là. C'est un véhicule particulier? Oui, mais même moi, je ne l'aimais pas. Ah, bon! Un des rares. Non, en fait, le look était cute, là. C'était original, mais le problème, la qualité du véhicule n'était pas là. La puissance du moteur n'était pas là. C'était un moteur qui roulait toujours à très, très haut régime. Honnêtement, moi, je ne m'embarquerais pas là-dedans parce que c'est un véhicule dont la fiabilité est vraiment pas assurée pour une certaine période. Alors moi, je n'irais pas là-dedans. Ouais, bien vérifié au niveau des freins, il était très... Ça rouillait facilement. Alors, si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de chemin avec ça, bien, les freins vont durer mieux parce qu'ils vont moins rouiller. Mais c'est un véhicule qui était sensible à la rouille. Mais il y a des gens qui achetaient ça parce que ça sort vraiment de l'ordinaire et le côté pratique. Tu sais, à 3 000 là, vous ne pouvez pas perdre plus que 3 000 Donc, faites-le inspecter. Ouais. Assurez-vous qu'il est roulable, qu'il est sécuritaire. C'est tout simplement ça. Puis si vous aimez le style, amusez-vous avec le véhicule. Moi, j'ai rien. Aucune contre-indication. Ouais. Mais pour 2019, 3 450... 2009. Tu peux pas perdre. 2009. 2009. Oh, j'ai oublié un zéro. Ouais. 2019, il n'y en avait plus. Genre. C'est ça que je me disais. Je me posais la question. Il y en a-tu encore ou pas? Merci, messieurs. Merci. Voilà. Alors, voilà, c'est déjà tout au virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine, 21h30, pour un autre virage.